Bonjour à tous, ravi de vous accueillir aujourd'hui au vaisseau dans le cadre de la deuxième conférence petit déjeuner de la chaire expérience client de l'EM Strasbourg. Un petit mot avant d'introduire la thématique d'aujourd'hui. Donc la chaire expérience client de l'EM Strasbourg a été lancée en 2017 avec les partenaires Hager Group. Je salue Martin Kaiser qui est présent dans la salle. Schmidt Group, je salue Anne Leisgen de Schmidt Group, et la SIG Strasbourg, je salue Aymeric Jeannot, directeur commerce marketing vente de la SIG Strasbourg, partenaire de la chaire. Depuis 2019, nous avons accueilli le Crédit Mutuel, Alliance Fédérale, comme quatrième partenaire de la chaire expérience client. Et je salue Rénal Chapuis, DRH Transition Digitale au Crédit Mutuel, Alliance Fédérale. Alors, juste un mot sur la chaire. La chaire Expérience Client a pour vocation de soutenir la recherche sur la thématique de l'expérience et de la transmettre. À ce titre, nous organisons des appels à projets auxquels des enseignants-chercheurs postulent pour financer de la recherche sur l'expérience, mais également nous essayons d'animer donc la thématique, et le cycle s'inscrit dans cela. Je salue aussi tous les étudiants du cours Nouvelles tendances en marketing, programme Grande École deuxième année, qui travaillent et découvrent finalement tous les aspects de l'expérience client. Et puis bien sûr, toutes les autres personnes du réseau EM Strasbourg qui sont venues ce matin. Bienvenue à tous. Alors, je vous ai parlé de la chaire. Je voudrais resituer simplement la conférence sur le cycle. La première conférence, c'était plateformisation de l'économie, quel impact sur les marques. Donc ça, c'était en octobre. Là, aujourd'hui, on va aborder un aspect très intéressant qui mêle un petit peu les RH et le marketing, expérience client, expérience collaborateur, même combat, point d'interrogation. Et le cycle se poursuivra ensuite avec une question qui taraude tout le monde. Comment mesure-t-on l'expérience, les indicateurs de l'expérience client, la quête du Graal? Ça sera au mois de mars. Et puis un workshop avec des enseignants-chercheurs qui viendront présenter de la recherche publiée ou en cours sur l'expérience. Et ça, ce sera le 8 avril. Alors, je passe là. Sans plus attendre, parce que vous savez que nous avons un rythme assez soutenu pour ce genre d'exercice. Donc, j'ai déjà donné les qualités de nos key speakers d'aujourd'hui. Je les remercie vivement d'avoir préparé, nous avons préparé ensemble le moment, et l'intérêt, ça va être dans le dialogue. Donc, je vais venir les rejoindre pour lancer un petit peu la thématique. Alors, en fait, le point de départ, on était parti de la symétrie des attentions, dans la réflexion, en se disant, quand on se pose la question de savoir si l'expérience client est la même chose que l'expérience collaborateur, cette métaphore qui a été proposée il y a une dizaine d'années pour capturer le sujet nous a interpellés. D'ailleurs, je n'oublierai pas de parler de quelques ouvrages en fin d'échange. Et justement, ma première question, alors je peux peut-être la poser à Anne et puis ensuite à Rénal. Comment définir l'expérience collaborateur par rapport à l'expérience client? Tout simplement, pour poser le sujet, comment on peut définir l'une par rapport à l'autre? Alors, voilà, la question est assez vaste. Alors, le premier point, c'est que... Alors, moi, je vais relater une expérience qui est celle de l'entreprise que je représente et des croyances qu'on a dans notre entreprise. Et on a une croyance fondamentale, c'est que notre expérience client et notre expérience collaborateur, certes, elles sont différentes, mais elles doivent être cohérentes. Et moi, je parlerais plutôt de cohérence, de congruence, etc. C'est de se dire qu'on ne peut pas avoir une promesse de marque commerciale, une promesse de marque employeur qui sont différentes. Et on ne peut pas avoir des expériences collaborateurs et des expériences clients qui sont avec des oppositions fortes ou en tout cas qui ne sont pas portées par les mêmes valeurs. Ça me paraît essentiel, en fait. C'est donc plus qu'une égalité, ce n'est pas la même chose, mais c'est une cohérence qui doit être similaire par rapport
a des valeurs partagées, une identité et des valeurs partagées. En fait, d'après nous, on doit avoir un vrai socle commun, parce qu'en fait, si on veut faire vivre une bonne expérience à nos clients, nous, on a un modèle de partenaire concessionnaire avec des consommateurs derrière, mais si on veut que chacun vive une expérience qui est bonne, il faut que l'expérience de nos collaborateurs soit bonne aussi. C'est-à-dire que si nos collaborateurs ils vivent une expérience qui est juste pourrie tous les jours, ils auront vraiment du mal à faire vivre une belle expérience à nos clients. Ouais. Et en cascade, comme on est en B2B2B, etc. C'est ça, parce qu'en fait, le groupe Schmitt Group, on peut le dire, hein, peut-être que c'est une marque très connue, mais bon, les deux marques Cuisinella et Schmitt, et donc tout un réseau de concessionnaires, c'est ça, qui eux-mêmes sont porteurs de l'expérience de la marque et doivent la délivrer à des clients finaux. En fait, on est dans un modèle B2B2C et on a coutume de dire qu'on est plutôt devenu dans un modèle H2H, human to human maintenant, puisqu'en fait, on est dans un métier où la confiance joue. En fait, si demain vous allez acheter une cuisine, je peux vous donner quelques adresses en sortant, si vous voulez. Si vous voulez acheter une cuisine, un dressing, etc., vous allez essentiellement le faire par la confiance que vous avez dans la marque, mais surtout la confiance dans l'interlocuteur que vous allez rencontrer. Donc déjà là, il y a une vraie relation qui doit être forte, qui doit être bonne. Et cette relation, elle va être bonne uniquement si dans un magasin, vous avez un management des équipes qui donne envie à ces vendeurs de bien traiter leurs clients. Ouais. Et donc, il faut que les vendeurs vivent une expérience qui est bonne en magasin. Et pour que nous, on ait des patrons de magasins, de concessions, qui fassent vivre une bonne expérience à leurs vendeurs, il faut qu'ils aient eux aussi une bonne expérience avec les équipes Schmitt Group, etc., etc. Et donc, pour moi, il doit y avoir une vraie... Enfin, c'est totalement lié, en fait. On ne peut pas dire à un moment donné, vous avez une boîte avec des valeurs totalement décalées de celles que vous voulez faire vivre à votre client ou faire croire que vous allez faire vivre à votre client. Je pense que c'est du court terme, quoi. Okay. Bien, merci. Alors, Reynald, même question. Alors, on n'est pas du tout dans le même univers. Hein. On est dans l'univers de la banque assurance. On a des agences, on a des clients aussi. C'est pas forcément une consommation hédonique. Les rapports avec la banque, c'est pas pareil que de. Mais est-ce que au niveau finalement, donc l'expérience que vivent les collaborateurs et celle qu'on veut faire vivre à ses clients, comment vous articulez les éléments? Est-ce que c'est comment vous les définissez? Dans l'univers que je représente, donc Crédit Mutuel Alliance Fédérale, dans lequel effectivement la notion de confiance, de parler de la confiance, c'est absolument central. Donc nous, ça fait près de 10 ans qu'on est la banque effectivement dans laquelle les Français ont le plus confiance. C'est aussi et d'abord parce qu'en fait on a ce travail à la fois d'autonomisation, de responsabilisation des collaborateurs autour de cette première qualité qui est leur faire confiance dans un environnement d'ailleurs, je le dis, réglementaire, où il y a beaucoup de conformité, où l'approche dans la relation client est une approche un peu de défiance. C'est-à-dire qu'on a une relation naturelle parce qu'on va vous dire il y a de la réglementation sur la question du blanchiment, il y a tout un tas de règles qui sont imposées au secteur bancaire et assurantiel. Donc tout le travail qui est fait finalement, c'est une espèce de renversement autour de cette question de la confiance en disant on a une relation de conseil vis-à-vis de nos clients, de nos sociétaires. On est là bien sûr pour les écouter et donc pour élaborer un conseil de plus en plus complexe dans un environnement qui se digitalise. On doit apporter de la confiance aux salariés, à la fois dans leur capacité, donc on va parler de compétences assez vite, à apporter effectivement ce conseil, en assumant finalement aussi que ce monde dans lequel on va se digitalise, automatise un certain nombre d'activités qui n'étaient pas d'ailleurs forcément très valorisantes pour le collaborateur. Donc l'objectif, c'est vraiment de les amener à, on va dire, des actions, des activités supérieures et vraiment, comme le mot de Dan, sur le volet relationnel. C'est-à-dire comment créer une bonne relation entre le chargé de clientèle et son sociétaire ou son client, sans nous-mêmes lui apporter finalement le meilleur en termes de bénéfices relationnels, de ressenti. Quand on parle d'expérience, on parle d'émotion, on parle de ressenti, on parle d'échange, parce qu'évidemment aussi les clients se parlent entre eux, mais les collaborateurs, dans une société, c'est un groupe social. Le ressenti, ça se diffuse très vite, beaucoup plus vite d'ailleurs qu'entre les clients entre eux. Ça va très très vite. Et donc l'important, c'est ça. Et ce que je peux dire, c'est qu'aujourd'hui, même si bien sûr le collaborateur, le salarié est différent du client, il vit sa relation en tant que consommateur et citoyen, et c'est ça qui entre dans l'entreprise. C'est-à-dire qu'en fait, l'expérience finalement que je vis en tant que client, moi-même, dans mon environnement de travail, j'attends finalement aussi un certain nombre de codes. J'attends de manière symétrique aussi que mon employeur
élabore finalement une expérience qui colle finalement à celle que je peux ressentir par ailleurs. Et cette posture au départ qui était centrée sur le service, on avait une expérience plutôt servicielle, elle devient expérientielle, c'est-à-dire j'ai des émotions, j'en parle. La transparence, effectivement, qui aujourd'hui nous permet assez vite, je pense effectivement aux plateformes où vous pouvez, sur TripAdvisor, etc., noter finalement des prestations de services, puis toutes les marques se mettent à être transparentes, mais on l'a aussi dans l'univers RH, puisque vous avez des plateformes comme Glassdoor, vous avez des plateformes où effectivement les collaborateurs d'une entreprise vont noter l'entreprise pour les futurs candidats, etc. Donc on voit bien que tout ça, tout ce monde qui vient, est un monde d'abord de grande transparence, où l'expérience des collaborateurs nourris par l'expérience client devient de plus en plus exigeante. Donc oui, très bien. Donc on voit bien qu'il y a cette espèce de correspondance qui est à l'œuvre, mais quand même, un client arrive avec finalement une somme à dépenser ou de l'argent à placer, un collaborateur a un contrat de travail qui le lie à l'employeur. Donc il y a comment est-ce que ça s'articule? On est quand même, le collaborateur propose des compétences. Le client, on entend beaucoup de choses autour de la co-création, de la coproduction. Lui vient, lui choisit. Voilà, comment vous articulez ça? Parce qu'on entend bien le lien, donc, mais comment ça s'articule, le fait qu'il y en a un qui vient tous les jours travailler, qui a aussi un projet de carrière, qui a aussi des aspirations à des évolutions, et un autre qui vient peut-être une fois, 2 fois, ou un petit peu, on va faire en 2 temps, peut-être c'est pas tout à fait le même rythme. Alors, je ne sais pas si je sais complètement répondre à la question, mais pour moi, ça fait écho à la notion que j'évoquais rapidement avant, la marque commerciale, la marque employeur, en fait. Évidemment, un collaborateur qui vient tous les jours, il vient chercher autre chose que celui qui vient une fois de temps en temps, qui est en contact avec la marque. Enfin, nous, on n'est pas sur un achat récurrent, voilà, c'est ça, forte récurrence. Ça. Mais néanmoins, le socle commun entre les deux, c'est les valeurs, en fait, je pense. Et ça, le conso, il le ressent quand il vient quand il pousse la porte d'un magasin ou qu'il s'adresse à une marque. Il vient déjà parce qu'il semble partager les mêmes valeurs. Évidemment, il peut venir parce qu'on lui a dit que le vendeur était sympa, mais si on lui a dit qu'il était sympa, c'est aussi parce qu'il est porté par certaines valeurs. Il vient peut-être parce que c'est pas loin de chez lui, il vient pour X ou Y raison, mais à un moment donné, pour moi, il y a un socle de valeurs qui doit être commun entre les deux et qui se traduit par la promesse que va faire la marque commerciale et qui doit, elle, être cohérente avec la promesse que va faire la marque employeur, en fait. Certes, ils ne viennent pas chercher la même chose, ils n'apportent pas la même chose, etc. Mais à un moment donné, ils doivent être mus par les mêmes motivations et par les mêmes valeurs, je pense. Pour moi, le seul lien qu'on peut faire, c'est celui-là. Et quelque part, chaque collaborateur, il est client et il est fournisseur de la marque, en fait. Il vient nourrir la marque. Il est à la fois client de la marque parce qu'il peut l'être à titre personnel, mais aussi parce qu'il peut l'enrichir, etc. Il peut être fournisseur de cette marque, il y contribue, etc. Et le conso, il est de plus en plus aussi client et fournisseur de la marque. C'est-à-dire qu'il peut co-créer avec la marque quand il élabore un projet avec un concepteur-vendeur, quand il le fait sur le web, etc. Il est client de la marque, etc. Donc l'interaction, c'est plus aussi scindé. Il y en a un qui propose une offre et l'autre qui vient la consommer. Tous ces trucs se mélangent quand même de plus en plus, quoi. Donc c'est pour ça que, de mon point de vue, il n'y a pas d'autre solution que d'être cohérent. Et on voit aussi que les consos, de plus en plus, sont regardants. Quand ils s'adressent à une marque, ils sont vraiment regardants sur c'est quoi l'éthique de cette marque, c'est quoi ses valeurs, où ça a été fabriqué, dans quelles conditions. Ils sont en quête de transparence. Le sujet de transparence, il me paraît vraiment essentiel, quoi. Mais de la même façon, nos collaborateurs sont soucieux de la façon dont se passe la relation qu'on a avec nos partenaires concessionnaires. Ils sont soucieux de ce qui se passe dans les magasins. Quand il se passe des choses pas très agréables dans un magasin, ça touche aussi autant nos collaborateurs que l'inverse aussi. Et on l'a vu, on a fait une réunion hier avec tous les concessionnaires de France, d'ailleurs, des 2 marques. Donc, il y avait à peu près 500 patrons et gérants de magasins qui étaient là. Et c'était intéressant de voir qu'il y avait pas mal de groupes de discussion qui se faisaient. Évidemment, les meilleurs moments, c'est les pauses dans ces trucs-là. Et en fait, on faisait plus... si vous étiez en extérieur, vous ne faisiez plus la part des choses. Vous ne pouviez plus dire qui est concessionnaire, qui est responsable de magasin, qui est collaborateur Schmitt Group, parce que tout le monde était mu par le même intérêt, quoi. C'est-à-dire, vous avez un client tout au bout, là, à qui on veut faire vivre une belle expérience, et les nôtres doivent être cohérentes par rapport à ça. Donc, il y a une vraie... il y a un vrai travail entre qu'est-ce qu'on est en tant que marque employeur et qu'est-ce qu'on est en tant que marque commerciale, discours proposé. Et qu'est-ce qu'on propose à chacun de ces publics. Tout à fait. Peut-être pour aller en complément, on a quand même des différences. C'est-à-dire qu'un collaborateur, il est soumis à un certain nombre de règles, il est dans un cadre
qu'il y ait un cadre bien compris, parce qu'évidemment, on a, par la marque employeur, à attirer les bonnes personnes, les bons talents, les faire se développer, et les faire se développer en plus avec une complexité particulière, c'est les faire se développer en même temps que l'entreprise se développe. Comment, à la fois parce que l'entreprise elle-même change beaucoup, les techniques changent beaucoup, comment en fait on est en capacité de détecter les bonnes personnes qui vont non seulement avoir dans un momentum les bonnes compétences pour venir sur un poste, et en même temps, comment être certain qu'elles vont aussi évoluer. Donc c'est vraiment un métier. Le métier on va dire de la RH est devenu, pour moi, central en matière de complexité et d'humain. C'est-à-dire que autant la RH, il y a 20 ans, c'était essentiellement l'approche personnelle, etc. On était plutôt à compter des effectifs, à piloter les rémunérations. Autant, dans un deuxième temps, on a plutôt essayé de rentrer dans une approche processus de travail. Aujourd'hui, en fait, c'est plus ça, parce que c'est très obsolescent, les processus. On est plutôt dans une ère où, effectivement, la DRH est devenue la direction, finalement, de l'engagement. C'est-à-dire comment sécuriser que les personnes que j'ai dans leur quotidien sont capables de parler, effectivement, de la marque ou de l'employeur de manière positive au bénéfice de l'action commerciale. Et il faut vraiment dire que l'ARH est le central dans le business. C'est-à-dire que l'ARH, aujourd'hui, c'est du business. C'est-à-dire que si vous n'êtes pas capable de trouver les bonnes personnes pour être derrière le guichet, accompagner les clients, etc., vous n'êtes pas en capacité d'être performant. Et donc ces deux liens avaient quand même des différences, parce qu'on a un règlement intérieur, il y a le droit du travail, voilà, il y a un cadre, bien sûr, légal, qui n'est pas celui, qui est moins important côté client, mais il existe. Il y a un cadre aussi, bien sûr, commercial, le droit commercial, etc. Comment on concilie effectivement ces deux champs, effectivement, au bénéfice de la performance collective. Très bien. Donc là, juste un petit point, par exemple, la façon dont nous on définit dans le monde académique l'expérience, on dit que c'est des interactions personnes, objets, situations qui se cumulent et qui se répètent dans le temps, parce que c'est bien gentil de dire one shot, mais non, c'est pas ça. Et on comprend qu'effectivement, cette notion-là, elle est adaptable au contexte de l'entreprise, mais par rapport à la marque employeur, et au contexte commercial, par rapport aux différentes marques pilotées par l'entreprise. Bon, là, je pense qu'on a défini le sujet, et il y a le mot engagement qui est apparu dans les différentes remarques. Moi, je voudrais un petit peu vous provoquer il y a eu beaucoup de choses sur le bonheur au travail, sur les happiness officers, une multiplication de ces fonctions. Et quand on lit un petit peu ce qui se dit là-dessus, à la fois, il y a des gens qui disent que voilà, c'est une traduction sincère de la volonté de l'entreprise. Et puis, il y a eu certainement aussi des dérives. Et on n'est pas loin de ce dont on est parlé. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, de la mouvance du bonheur au travail? Comment vous l'inscrivez là-dedans? Est-ce que vous êtes réticent? Parce qu'en parlant de l'expérience, on est vite sur ça, en disant on a parlé des émotions, on a parlé de l'engagement. Comment vous voyez les choses par rapport à ce courant qui a ses avocats et qui a ses détracteurs? Alors, moi, comme dans tout mouvement, il peut y avoir des exagérations parfois. Et moi, j'ai la croyance fondamentale que dans une entreprise, si les gens se sentent bien, ils délivrent mieux. Bon, ça paraît basique, mais voilà. Ouais, mais ça ne veut pas dire que ça devient une salle de jeu, quoi. Parce qu'en fait, je ne pense pas non plus que c'est ce qu'attendent les gens. Et il y a eu pas mal d'idées. Enfin, souvent, on a entendu des choses un peu dévoyées quand on parlait d'entreprises complètement libérées, etc. Et donc, les gens imaginent maintenant c'est le bordel. Chacun fait ce qu'il veut. Il n'y a plus de règles. Et puis ça ira bien parce que chacun y met de la bonne volonté, etc. Mais c'est pas tout à fait ça déjà. Et d'ailleurs, du coup, si on va dans des systèmes aussi extrêmes où tout le monde doit juste être heureux, etc. Oui. Mais déjà, vous savez pas ce qui va rendre heureux les gens, donc c'est pas le mec qui est chief happiness qui va décider ce qui va vous rendre heureux. Enfin, je sais pas. Moi, je sais pas ce que va rendre heureux les gens. Chacun a ses propres ressorts, donc déjà c'est très personnel. Par contre, on peut créer des contextes ou des environnements qui sont plus ou moins favorables, castrateurs, ou qui sont plutôt épanouissants. Voilà. Déjà, il faut s'intéresser aux gens, c'est parce que vous disiez, il faut s'intéresser aux gens, ce qu'ils aiment, etc. Là, ça replace le manager au centre, alors que certains, parfois, on l'entend comme le management, ça disparaît un peu, etc. Alors qu'au contraire, ça replace le manager au centre, avec le cadre qu'il est capable de donner, le sens qu'il est capable de donner aux choses. Ça me paraît essentiel. Et après, c'est sûr qu'il y a des pratiques où il y a des choses qui sont plus épanouissantes que d'autres. Il y a une notion d'écoute, de partage, etc. Mais dans la notion d'expérience aussi, ou de bonheur au travail, on entend parfois, c'est
pas parce que vous mettez une table de ping-pong que les gens vont être heureux au boulot, quoi, ou que l'espace est super joliment décoré. C'est un peu plus que ça, en fait. Okay. Vous parlez d'interaction. Si ça se passe très mal avec votre manager, même si votre bureau il est très sympa et que votre voisine elle est vraiment chouette, ça suffira pas, quoi. Voilà. Donc c'est d'abord, il faut d'abord créer les conditions de relations humaines qui sont saines, qui permettent de développer les gens. De mon point de vue, ça me paraît déjà basique, en fait. Et puis on a aussi entendu plein de concepts où parfois on en fait, je suis désolée du terme, on en fait un peu tout un flanc pour des trucs qui sont pas grand-chose, alors que nous, on a travaillé sur des journées qu'on appelle Bishmit au sein de l'entreprise, où on a demandé à nos collaborateurs d'essayer d'imaginer c'est quoi l'entreprise dans laquelle vous vous sentiriez bien, etc. etc. Et en fait, il y a parfois des attentes qui sont toutes bêtes en prod, des gens qui disent nous, on veut juste une salle de pause qui soit agréable, dans laquelle on puisse être bien. Ils veulent réaménager des espaces, ou qu'on nous dise bonjour correctement tous les matins, ou que parfois on puisse aussi célébrer un chouette moment en prenant un café, un croissant tous ensemble. C'est pas forcément, ils demandent pas forcément rendez-moi heureux avec des paillettes. Voilà. Je veux dire, pour moi, c'est justement c'est pas Strass paillettes qui va rendre les gens heureux, mais c'est vraiment est-ce qu'on arrive à avoir des vraies relations où on aide vraiment les gens à comprendre le sens de ce qu'ils doivent faire, on leur donne les moyens d'y arriver, on leur donne de l'autonomie, etc. etc. Voilà. Donc c'est un maillage plus fin et plus donner du sens, structuré. C'est vraiment dans la relation humaine. Alors je pense que il y a une vraie dimension sincère dans beaucoup d'entreprises qui est de se dire on veut vraiment que les gens se sentent bien. Il y a vraiment on sent quand même que ça bouge, que les lignes bougent. Il y a quelques années, j'ai une collègue là dans la salle qui m'a dit, quand moi je disais que je pense que c'est bien que les gens se sentent bien dans la boîte, etc. On disait c'est pas le monde des bisounours, etc. C'est de l'industrie chez nous, etc. Oui, mais c'est parce que c'est l'industrie qu'on peut pas se sentir bien, voilà. Mais donc aujourd'hui c'est quand même communément admis qu'il faut travailler sur le fait que les gens doivent se sentir bien dans leur basket, qu'on doit créer un environnement qui est propice à ça. Mais c'est d'abord de la relation humaine, c'est d'abord du management, etc. Je pense. Ok, merci. Reynald, moi, je vais faire vite un sort au bonheur au travail. Moi, j'aborde complètement l'acception, quoi. Moi, je veux dire, on peut parler de qualité de vie au travail, mais de bonheur au travail, je suis pas sûr que ça résonne chez tout le monde. Vous voyez, c'est bon. La deuxième chose, c'est que pour avoir fait en fait un travail, en septembre 2018, on a réuni 40 collaborateurs du groupe autour du coup de Crédit Mutuel Fédéral, autour du coup de cette question de la qualité de vie au travail. Ils nous ont dit une chose, plusieurs choses, mais la première des choses, ils nous ont dit surtout pas de flipper. Et moi, j'ai trouvé ça vraiment sincère. C'est-à-dire, je pense que déjà, la première étape, finalement, de cette capacité de se repenser, de repenser l'entreprise et de chercher une meilleure qualité de vie au travail, parce que je parlerais plutôt de meilleure qualité. Globalement, les collaborateurs sont chez nous très, très engagés. Le taux d'engagement des salariés en France est très faible. 60% des Français se disent désengagés. Chez nous, on est complètement au sens, on est plutôt quasiment à 80% d'engagement. Et donc, la question en fait qu'on a à traiter, c'était, mais finalement, vous voulez quoi? Ils nous ont dit, pas de paillettes, faites-nous des choses vraiment fondamentales. On veut un management qui donne et inspire la confiance. Et je pense qu'en fait, on avait résumé en deux choses ce qu'on entend par qualité de vie au travail. Quelque chose qui soit congruent, sincère. On peut très bien ne pas être heureux dans son travail, ça arrive, mais écoutez-nous, considérez-nous et parlons-en. Donc c'est déjà cette capacité à un moment donné à échanger, à dialoguer sur tous les sujets de l'entreprise. Les processus, l'organisation, l'ambiance, les locaux, etc. Et je pense que déjà, le simple fait de dire la porte est ouverte, s'il y a des choses qui ne vont pas, parlons-en, améliorons, etc. Cette considération de cette partie prenante, mais aussi des autres parties prenantes de l'organisation, les organisations syndicales, etc., c'est la bonne manière de construire quelque chose qui soit un projet commun. Et c'est ça, finalement, que les gens attendent. Si je rentre dans une entreprise, c'est quoi le projet ? Et donc, en fait, cette capacité à influer sur ce projet collectif, il est fondamental. Et moi, c'est ça que j'appelle la qualité de vie au travail. C'est comment je compte, comment ma voix va porter dans un ensemble qui parfois est très vaste. Nous, on est 70 000. Comment on fait dans un ensemble si vaste pour exister ? Voilà, c'est ça. Donc, on entend confiance, engagement et surtout avoir une vision, quoi. C'est-à-dire que les gens... un projet, c'est quoi, on avait mis dans l'invitation une citation de Simon Sinek en disant si vous connaissez, 100% des clients sont des gens, 100% des collaborateurs sont des gens, et c'est aussi une personne qui travaille beaucoup là-dessus, et il disait autre chose, c'était le why. Pourquoi vous vous levez,
Donc ça, c'est une espèce de mise en cohérence de tout ça. On travaille souvent plus sur le quoi que sur le pourquoi. On dit aux gens, il faut faire ça. La question, finalement, pour embarquer tout le monde dans un projet, bien sûr, avec sa force de travail, ses propres compétences, etc., c'est de dire, mais on attend quoi de moi? Et donc, je pense que si c'est clair, si les gens sont clairs sur ce qu'on attend d'eux et que le contrat, il est établi, à ce moment-là, on peut s'épanouir, quoi. Okay. Très bien. Donc là, on a un petit peu bien défini. Ensuite, bon, soyons clairs, derrière, il y a des enjeux. Enfin, c'est une vision du monde de dire qu'il y a une expérience collaborateur, expérience client. On l'a bien compris. Mais c'est quoi les enjeux? Et est-ce que, selon vos secteurs qui sont différents, et c'est bien la richesse d'avoir vraiment des secteurs différents, est-ce que c'est la même chose? Enfin, dans ce que vous avez dit, on a l'impression qu'il y a quand même beaucoup de proximité. Mais est-ce que vous avez l'impression que le rapprochement, donc expérience collaborateur, expérience client, est plus vrai dans certains domaines, dans votre secteur, que dans d'autres, où vous avez l'impression que c'est quelque chose qui est acontextuel? C'est dans tous les domaines que ça doit être comme ça. C'est un petit peu... Alors, ma question est un petit peu... je peux la reformuler parce qu'en... Non. Des fois, non, mais dans le sens où elle est en deux temps, quoi. Mais qui veut se lancer? Moi, je pense vraiment que tous ceux qui sont en confrontation directe avec le client apportent deux choses à l'organisation. D'abord, sa capacité à juger de sa propre performance. Et donc, à partir du coup du travail qu'on fait vers les collaborateurs, ce contact client. Donc moi, je suis arrivé il y a 2 ans. J'ai vu des sociétaires apporter leur feuille d'impôt en demandant de l'aide aux conseillers pour remplir. Voilà. Bon, on ne dit pas forcément que nous c'est bien. La question, c'est que les gens le font. Et donc, cet acte-là de confiance totale, ça, finalement, c'est la preuve que l'établissement de la relation entre finalement le chargé de clientèle concerné et son client est à un niveau sans doute inconnu de ce qu'on peut avoir effectivement par ailleurs. Et comment, du coup, nous, on traite ce collaborateur qui fait ça? Eh bien, justement, c'est par ce biais de confiance. Donc, tous ceux qui sont en confrontation directe avec le client, ils ont ce rôle-là et ils ont un autre rôle, c'est d'être des passeurs de témoins. C'est-à-dire que c'est eux qui vont récupérer l'information au bénéfice finalement de la conception, en disant regardez, ils nous demandent ça. Voilà. Et donc tout le travail qu'on doit faire, c'est que les fonctions support au service finalement de ces acteurs doivent être en capacité bien sûr de les considérer en termes de performance commerciale, mais aussi en termes de performance sur la conception elle-même. C'est vraiment une espèce de rotule qui nous permet de dire est-ce qu'on est réellement bon ou pas. Donc, et c'est vraiment c'est notre avant-scène, quoi. C'est eux qui sont en contact avec le client. Si demain, en fait, vous lancez des programmes d'intrapreneuriat dans une entreprise, faites-le surtout avec les collaborateurs en contact avec les clients. Parce que c'est eux qui savent ce qui ne va pas. C'est eux qui savent ce qui va bien aussi, d'ailleurs. Et donc, et tous ceux qui sont derrière, il faut les valoriser en leur disant, votre rôle, c'est de faire en sorte que... Et donc, on n'a pas forcément, c'est un espèce d'effet domino, on n'est pas forcément au même niveau de profondeur dans l'expérience, en même temps, parce qu'on va avoir de l'information de nature différente. Il va y avoir du passage de témoins, voilà. Mais l'important, c'est que toute cette chaîne fonctionne bien. Donc on a des gens qui sont sur le théâtre des opérations vraiment très très proches du client qui vit l'expérience, et d'autres donc qui sont pratiquement en miroir avec le client, et d'autres qui vont être plus dans... On voit presque des poupées russes imbriquées sur la proximité de leur expérience avec celle du client, avec des gens qui sont vraiment très en miroir et d'autres qui vont... C'est valable aussi dans oui, dans votre domaine? Moi, j'avais compris votre question, s'il y a d'autres secteurs d'activité. Oui. Donc on pourrait me parler de ça aussi. Oui. Mais oui, dans l'entreprise, il y a, je pense, pas tellement de différence entre... Alors, l'expérience de... Selon les métiers, l'expérience n'est pas la même. Vous ne vivez pas la même chose quand vous bossez, quand vous avez pris votre équipe à 5h du mat. Ce n'est pas le même job que quand vous bossez dans un service marketing. Enfin, voilà, c'est d'autres expériences, c'est d'autres attentes, etc. Mais c'est aussi d'autres contraintes qui s'imposent à chacun de ces métiers-là. Mais je reviens juste, c'est pour ça que je reviens là-dessus, sur ce socle de valeurs qui est le même, en fait.
pour nous, par exemple, les équipes qui sont en prod, elles sont largement autant, voire même plus, porteuses des valeurs parce qu'elles en ont encore plus besoin. D'accord. Parce qu'il faut le truc quand même qui te motive tous les matins. Nous, on a dans l'entreprise, on peut faire ce qu'on appelle des vies mon job. Donc, chaque collaborateur peut aller passer une journée par an avec quelqu'un d'autre dans l'entreprise pour découvrir un autre métier, une autre personne, etc. Et moi, j'ai fait un des vies mon job que j'ai fait, je l'ai fait en prod avec un chef d'équipe. Et donc, c'était l'équipe 5-13. Bon, moi, je ne suis pas une lève-tôt, alors le 5, ça pique un peu. Bref. Et quand tu passes en passant la journée avec lui, on se rend compte des contraintes de ce métier-là, mais on se rend compte que, oui, pour vivre dans cet environnement qui est moins glam, moins sympa, difficile, tu as des contraintes physiques basiques. Il faut se lever à 4h du mat', il faut vivre à peu près sainement, sinon tu es mort vachement jeune et tu as un cancer tôt. Enfin, bon, il y a des contraintes très simples dans ces jobs-là, et voilà, dont il faut tenir compte. Mais ces gens-là ont encore, je pense, beaucoup plus besoin d'être soudés par des valeurs, de comprendre le sens de ce qui est fait, pourquoi on fait ces trucs-là, au service de qui on le fait. Et on a intérêt à les rapprocher plus du client, du produit fini, leur donner beaucoup plus cette fierté-là, parce qu'ils peuvent être vraiment moteurs dans cette expérience, je pense. Parce que, quand vous êtes proche du client, vous le voyez, vous avez cette satisfaction-là, vous voyez les clients qui sont satisfaits, etc. Donc vous voyez des tas de choses vachement utiles, très importantes, et vous faites vivre votre expérience, l'expérience à votre client au quotidien. Mais quand vous êtes vraiment en back-office, on a particulièrement besoin de faire vivre ces valeurs-là et de faire une expérience aussi qui soit bien, parce qu'in fine, si ce gars-là qui vient tous les matins, il est mal dans ses baskets, il ne vit pas une belle expérience, on n'a aucune chance d'en faire vivre bien notre client, parce que le produit sera mal fabriqué, il ne sera pas fait dans les délais, etc. Donc c'est d'autant plus, je pense que c'est encore plus important de prendre soin à l'expérience qu'ils vont vivre. Et là, typiquement, c'est vraiment du management. C'est comment ils sont encadrés, quel sens il y a à se lever tous les matins à 4h du mat' pour aller fabriquer des meubles. Enfin, voilà, quel sens je donne à cet acte tous les matins. C'est des contraintes de vie. Donc on voit quand même que ça s'articule différemment. C'est-à-dire que voilà, il faut avoir une sorte de grille de lecture différente de qu'est-ce que la personne vit, comment je lui transmets, comment je lui apporte le sens là où il se trouve. Et voilà. Quel est le rôle du management dans cette histoire-là Et qu'au fond, les valeurs et le récit autour de tout ça, il doit être plus intense et plus marqué, plus c'est loin du client final. On le voit sur les enquêtes engagement. C'est-à-dire que les enquêtes engagement en général, c'est exactement ce qu'Anne dit, c'est-à-dire que plus vous êtes loin du client, plus cette question du sens, elle est posée. Il va falloir la travailler autrement. Donc ça, c'est... Est-ce que dans ce qu'on publie ou sur l'expérience et dont on parle, il y a des dimensions. Donc par exemple, la dimension rhétorique, on parle de dimension rhétorique, voilà, le sens, et ça peut être très intime à la personne, et puis ça peut être aussi partagé socialement. Et là, on parle de ça, en fait. On parle de comment je nourris le sens de quelqu'un qui tous les matins ne voit pas il voit pas le client, il voit pas le client, ne voit pas. Mais c'est aussi le temps qu'on prend du coup pour expliquer la stratégie de la boîte, pourquoi on prend certaines décisions. On ne le fait pas toujours assez, mais c'est de se dire, voilà, chaque vendeur dans un magasin, chaque collaborateur, chaque opérateur qui vient tous les matins, il doit comprendre les valeurs de la boîte, il doit les vivre surtout, mais il doit comprendre c'est quoi notre stratégie, pourquoi on fait ça. Ils doivent participer. Là, par exemple, on a un événement tous les 2 ans où on réunit tous les vendeurs, notre réseau, on réunit 3000 personnes. C'est la grand-messe, en fait, un peu de notre réseau que vous avez. Oui, j'ai eu la chance de participer à Berlin, et c'était extrêmement impressionnant. Et en fait, cette année, la prochaine fois qu'on le fait, on a décidé qu'on allait... parce qu'en fait, évidemment, comme on mobilise pas mal de monde, on ne peut pas faire venir tous les collaborateurs de l'entreprise à l'événement, mais on s'est dit c'est tellement important qu'ils voient le sens, qu'ils voient le client, qu'ils voient pourquoi ils ont bossé toute cette année pour préparer ça. Cette année, on va faire un événement en duplex, en live, donc les équipes seront... à l'étranger, tous ceux pendant l'événement, ils seront en Espagne, et tous les collaborateurs du groupe sont invités pour une soirée où on sera en duplex parce qu'on fait toujours une grosse fête à plein de monde, voilà. Et ils seront en duplex en Alsace, etc. Et il se passera des choses en Alsace, il se passera des choses en Espagne, etc. Pour que les mecs qui viennent tous les jours fabriquer des meubles, qui tous les jours saisissent des commandes, etc. Pour qu'ils puissent voir cette expérience en live, qu'ils comprennent, qu'ils voient que ce qu'ils font, ça a une vraie importance, ça donne du sens, etc. Donc ça peut aussi faire partie de l'expérience. Tout à fait. Mais je me rappelle justement des témoignages de clients qui venaient raconter leur expérience devant 1000 personnes avec des écrans, etc. Et c'était génial parce que les gens racontaient vraiment leur expérience d'achat dans le magasin. Et ça, c'était du direct vraiment bien articulé. Mais là-dessus, en fait, ce qu'il faudrait, c'est être capable aussi, et ça c'est un travail à faire, je pense, dans les organisations, faire le récit de l'histoire complète de l'expérience du client.
c'est-à-dire de la chaîne effectivement de conception, de la chaîne effectivement de fabrication, enfin dans votre cas, de la chaîne de distribution, etc. Et quand le collaborateur voit régulièrement finalement ce récit, par le biais du contact d'ailleurs avec son collègue qui est frontalement, là effectivement son travail prend une dimension qui est complètement différente. C'est ce que j'expliquais tout à l'heure. J'ai des souvenirs moi de conception en fait dans un précédent job. À l'époque, je m'occupais du digital chez Pôle Emploi. J'ai un souvenir marquant de gens qui avaient travaillé autour, par exemple, de l'inscription pour simplifier l'accès en fait. Donc on avait fait venir des personnes handicapées cognitives, des personnes illettrées, etc., etc. Et être complète. Donc leur métier, c'est faire la conception. Donc ils sont sur des écrans, ils imaginent effectivement comment simplifier l'inscription du numéro d'emploi. Et j'ai des souvenirs émotionnels très forts de collaborateurs qui pleuraient en voyant que ce qu'ils avaient fait, en fait, était incompréhensible pour les utilisateurs. Et ce travail de confrontation, alors parfois, il est un peu émotionnellement, il était difficile parce qu'ils pensaient faire bien. Ils pensaient qu'il fallait mettre telle et telle information. Et quand ils ont été confrontés à la réalisation, donc avec l'UNAPI, personnes handicapées cognitives, avec les éducateurs, la lutte contre l'illettrisme, etc., quand ils ont vu que personne n'était capable de saisir, et on avait organisé ça vraiment pour faire cette confrontation entre je fais et je pense. Alors, il y a des gens qui pensent et puis il y a des gens qui font. Et à un moment donné, est-ce que ce que vous avez pensé est compréhensible pour les autres ? Ça avait un intérêt d'ailleurs, c'était la question de l'accessibilité et de l'information en interne. C'est-à-dire que si quelqu'un doit expliquer comment s'inscrire, c'est simple. Si c'est très simple pour le demandeur d'emploi, on va dire en difficulté cognitive, ça devrait être simple pour le conseiller qui l'accompagne. Et en fait, il y avait un tel gap entre les deux. Émotionnellement, j'ai un souvenir très précis de gens en disant mais on ne s'était pas du tout rendu compte. Et donc cette capacité à rapprocher des gens qui finalement ne se rencontrent jamais, c'est peut-être ça l'expérience totale, c'est-à-dire organiser des choses qui sont totalement improbables. Faire se rencontrer un chef de fabrication avec une équipe terrain par le biais effectivement d'un Vimavi, c'est a priori improbable, mais on l'a organisé de manière justement à faire cette confrontation. Et ce que j'appelle expérience totale, c'est les deux, c'est-à-dire expérience client racontée, expérience collaborateur racontée, avec une vision du parcours qui est globale et qui nous permet vraiment de mesurer le niveau d'engagement collaborateur, le niveau d'engagement client. Oui, là, c'était une perspective assez holistique de dire il n'y a pas de frontières, il y a des frontières, mais on va les franchir pour avoir un tout global et essayer de rapprocher. Très bien. Alors, j'aborde on structure toujours nos interventions sur autour de 3 questions. Et donc, la dernière question, c'était un peu les écueils de l'approche, mais j'ai plutôt envie de vous demander 2 choses, parce qu'on l'a un peu évoqué. Par rapport à tout ce que vous nous avez dit, la digitalisation de certains parcours et de certaines expériences, est-ce que ça complique ? Est-ce que, au fond, non, le cadre reste ? Donc ça, c'est mon premier volet. Quid des expériences digitales dans les parcours clients, dans la relation à son banquier, la relation à son je sais pas, cuisiniste, on dirait, ou voilà. Et la deuxième, 2 volants. Et la deuxième question, c'est est-ce que tout ça, c'est encore plus vrai avec la génération des millennials, des Y, que vous avez tous dans vos entreprises ? Donc, 2 volants, comment ça s'articule avec les aspects digitaux déjà, peut-être ? Alors, bannissez vos emails. Parce que, alors, dans la relation client, en fait, il y a eu des mouvements de balancier. Il y a quelques années, tout le monde disait ça va être du tout digital, il n'y aura plus de relations, plus de points de vente, etc. Bon, maintenant, on a quand même compris que c'était pas que les villes n'allaient pas mourir et qu'on n'allait pas tous devenir des Wall-E derrière nos ordinateurs et tout. Mais donc, il y a une espèce d'équilibre qui se fait. Et il y a, je trouve, une vraie place qui la relation. Le fait d'avoir une expérience, donc une interaction avec un autre être humain, là, un truc de ce genre-là, ça revient au centre de la relation client. Et autant on peut digitaliser beaucoup de choses qui sont très transactionnelles, autant le moment où vous vivez un truc avec un autre être humain qui vous écoute, qui vous conseille, il se passe quelque chose, il y a du sensoriel, de l'émotion, etc. Bon, ça se digitalise pas, quoi. Le digital peut parfois augmenter certaines expériences, favoriser des tas de choses, etc. Mais à un moment donné, ça reste un être humain
qui rencontre un autre être humain. C'est un moment, c'est comme ça qui fait le truc. Quoi, voilà. Et juste pour l'illustrer, j'étais l'autre jour dans une petite boutique et la vendeuse, elle me dit oh, tiens, alors ça va, vous avez fait une bonne année, vous êtes contente et tout. Elle vend plein de petits trucs déco. Enfin bref, et il se passe toujours quelque chose dans ce magasin. C'est sympa. C'est vraiment un moment, même si tu n'as rien à acheter, tu y vas. D'ailleurs, tu achètes toujours une connerie du coup, mais c'est plutôt bien. Quoi. Et puis elle me dit ouais, moi ça va, je fais une super année, mais les commerçants de la ville, ils se plaignent, ils disent que c'est plutôt une mauvaise année. Quoi. Et je me suis dit, mais en fait, c'est juste évident. Parce que la plupart, vous y allez, bon, vous achetez votre livre, il ne se passe rien. Vous achetez votre truc, enfin bon, il ne se passe pas grand-chose, en fait. C'est vraiment transactionnel, quoi. Donc, OK, à Noël, si c'est que transactionnel, il y a des sites qui font ça très bien. Mais j'ai dit, je me dis, mais chez elle, il se passe toujours un truc. Vous avez toujours envie d'y aller. Moi, j'ai acheté plein de trucs chez elle parce que c'est toujours sympa d'y aller. Et les trucs qu'elle vend, vous les trouvez sans doute moins chers sur Internet, sur Amazon, sur je ne sais pas qui. Enfin, voilà, n'achetez pas chez Amazon. Mais voilà. Mais chez elle, c'est sympa. Donc, vous mettez les 3 € de plus, ou enfin, ça vaut juste la peine d'y aller en fait. Et donc je pense que de plus en plus le digital peut faire des tas de choses, mais on revoit revenir au centre cette notion d'expérience et c'est le vrai enjeu qu'ont toutes les marques, c'est de se dire comment est-ce que ça vaut la peine que je rétribue mon client pour qu'il lève les fesses de son canapé, pour qu'il vienne me voir, etc. Mais dans l'entreprise c'est la même chose, c'est-à-dire que à force de tout faire sur des process, sur des systèmes lambda de com, etc., sur des mails, enfin sur ce que tu veux, les gens finissent par oublier de se voir, d'où les vies mon job, d'où on a un autre truc qui est le va-voir, tu lèves tes fesses de ton siège, tu vas voir le collègue au lieu de gueuler sur le fait qu'il t'a pas répondu à ton mail depuis 3 jours, etc. Mais c'est de se dire, on se parle, on se rencontre pour résoudre des problèmes, on se retrouve dans des lieux où on peut échanger, etc. Donc ça renvoie presque, le fait qu'il y ait beaucoup de digital fait que ça renvoie vers l'humain. Ça renvoie, alors en fait, je pense que plus il y a de digital, plus justement on a besoin de cultiver cette relation humaine, sinon ça ne fonctionne pas en fait. Ça ne marche pas, on n'avance pas en fait, on n'arrive pas à aboutir. Quoi. Ouais. Très bien, merci. Sur ce point-là, on reviendra sur les millénials. Nous sur on assume la digitalisation vraiment, et notamment les outils cognitifs, au bénéfice, effectivement, c'est-à-dire vraiment c'est pensé comme ça, au bénéfice du volet relationnel. C'est-à-dire que tout ce qui est fait, tout ce qui est digitalisé, vous n'avez pas, chacun de vous a une habitude de consommation qui est différente, vous avez un rapport au temps qui est différent. Vous avez un rapport à la relation, à votre intimité qui est différent. On a des gens, par exemple, qui sont plutôt effacés, qui ont peut-être un peu moins de facilité à venir exposer des sujets. Vous avez des gens, au contraire, qui sont très à l'aise. Donc, l'entreprise, elle doit s'adapter finalement à chacun. Et ce qui a changé par le biais du digital, c'est la capacité affinitaire en fait, à distribuer l'accès à nos services. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, ce n'est pas le service digital, c'est l'accès à nos services. C'est-à-dire que vous pouvez compléter en fait, l'accès aux services par plein d'expériences. Qu'elles soient humaines, qu'elles soient téléphoniques. Il y a des gens qui sont très à l'aise avec le téléphone, des gens qui ne sont pas du tout à l'aise. Donc, l'entreprise, elle a comme finalement ressort de trouver le bon canal pour la bonne personne et d'être capable de s'adapter à chacun en fonction de l'expérience que chacun choisit. Tout ça, foncièrement, quand même, aboutit à ce qu'on appelle le premium, c'est-à-dire la relation humaine. C'est-à-dire la capacité, effectivement, à dialoguer. C'est quand même beaucoup plus simple de voir quelqu'un lui raconter son histoire que d'avoir à le saisir sur un support même digital pour finalement aboutir, la plupart du temps, en plus de nouveau avec une boucle humaine si vous n'êtes pas satisfait. Donc c'est un peu ça, ces histoires-là, ces récits-là, c'est quel chemin je prends pour être... Alors parfois, je veux de l'autonomie. Il est 23 heures, je veux être complètement autonome. Et il faut aussi être capable de répondre à ça. Et donc, le défi majeur pour moi de la couche digitale, qui est encore une fois sociale, qui est affinitaire, qui est rapide, qui coûte finalement très peu cher, etc., c'est précisément de venir compléter, en fait, tous ces chemins du parcours client qui, alors que le client est très habitué au téléphone, un jour se dit « Non, je n'ai pas du tout envie de téléphoner aujourd'hui, je vais prendre un autre chemin ». Et nous, notre capacité à nous proposer donc et adapter finalement tout le parcours. Et en même temps, accompagner nos collaborateurs dans ce mouvement, parce que plus effectivement on digitalise, moi je me souviens de processus complètement digitalisés, où in fine, on s'est aperçu que ça avait fait exploser les contacts téléphoniques et les contacts physiques. Donc ça montrait effectivement que dans le processus concerné, l'important c'était l'humain. Voilà. Et donc comment être capable d'y répondre. Et en parallèle du coup de la digitalisation, et c'est une nécessité absolue, c'est puisqu'on va absorber des activités, de mon point de vue, à moindre valeur, c'est comment on accompagne les salariés dans cette qualité de dialogue,
dans cette qualité empathique. Donc on va tomber du coup dans le volet RH sur la détection finalement de compétences plutôt comportementales, de gens qui ne sont pas forcément d'ailleurs des experts du technique, mais qui ont en revanche des qualités relationnelles, des qualités sociales dont on a besoin. Dans une organisation humaine, on a besoin de gens qui fédèrent, on a besoin de gens qui rassemblent, on a besoin... Voilà. Et donc là, on va tomber... Alors, on entend parler souvent, le rôle du manager, ça. Le rôle du manager, c'est un facilitateur, hein. C'est quelqu'un qui anime, c'est pas le super expert. C'est quelqu'un qui est capable de rassembler des gens autour d'un projet ponctuel au bénéfice du coup de son collectif. Et donc tout ça, tous ces schémas, bien sûr, reposent la question des référentiels de métier, des référentiels de compétences, de qui on recrute, etc. etc. Souvent, on réplique l'organisation, on a ce qu'on appelle des NED, on a des fiches emploi compétences. Bon, mais il faut aussi être capable d'y déroger. Et finalement, sur le poste, ce qui marche le mieux en ce moment dans le recrutement, par exemple, nous on le voit, c'est quand on raconte la réalité du job sur une journée avec une petite vidéo, des collègues qui disent voilà, c'est nous l'équipe qui t'attendons, rejoins-nous, voilà ton poste de travail, etc. Et là, la relation, on a le digital, on a la vidéo, la relation, là, on la sent. C'est-à-dire que le digital peut aussi être très expérientiel et relationnel. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas non plus opposer les deux. Je pense que digital apporte aussi une valorisation de l'expérience qu'on va proposer aux salariés dans un environnement qui peut être vraiment très très humain. C'est ça. Donc on a En fait, ce que je trouve intéressant, c'est qu'effectivement, avec le digital, on peut de plus en plus personnaliser le parcours de chacun et l'expérience de chacun. C'est-à-dire qu'au gré des besoins, des envies, tu es plus ou moins à l'aise avec l'un, avec l'autre. Je rebondis sur l'exemple de la petite vidéo. Chez nous, quand tu viens d'arriver, maintenant, tu as une petite vidéo avec ton hiérarchie qui dit coucou, bienvenue, machin, etc. Mais alors, c'est plutôt sympa, mais c'est surtout sympa si après, tu le vois vraiment, le gars. Et c'est pas juste en vidéo, quoi, parce que s'il a tellement de trucs à faire qu'il n'a pas le temps de te voir, il te fait juste la vidéo. Donc, c'est ça qui est intéressant, c'est le truc vraiment chouette qui te dit c'est marrant, et puis en plus je vais le voir, le gars, il y a un truc rigolo, bon là c'est pour le gimmick, mais effectivement, comme chacun veut vivre un parcours, on le disait, c'est très personnel, ce qui fait que tu es bien dans tes baskets et que ton expérience elle est sympa. Avec le digital, on a la chance de pouvoir aller piocher aussi et de personnaliser le parcours de chacun et de maintenir la relation. Par exemple, dans la relation qu'on a à notre client, avec du marketing relationnel, on a des outils qui nous permettent de toucher des consos, mais avec pour finalité les faire venir pour qu'ils aient une interaction avec un être humain. Attirer dans le magasin. Donc, ça peut effectivement très bien se compléter. Okay. Alors, parce qu'on aura un moment d'échange avec la salle, donc je voudrais juste... Les autres générations. Voilà, il y avait la dernière petite question, et puis je vous parlerai de deux ouvrages. Sur les millennials. Est-ce que c'est pas très, très bien adapté à cette génération, ou finalement non? Alors moi j'ai le sentiment que, alors c'est pas spécifique cette notion d'expérience, elle n'est pas spécifique, je pense, aux millennials, mais en tout cas je pense que j'ai le sentiment que cette génération, elle va beaucoup pousser à ça, parce qu'elle grandit dans cette notion d'expérience, parce que les marques auxquelles elle est exposée travaillent beaucoup cette expérience, donc ça devient un standard, donc elle pousse beaucoup là-dedans. Là où d'autres générations se sentaient parfois peut-être moins autorisées de le demander. J'évoquais tout à l'heure qu'on disait parfois que le monde de l'entreprise, c'est pas le monde des bisounours, on est là pour délivrer, machin, etc. Et donc il y a aussi des choses qui sont permises aujourd'hui, et peut-être que... Voilà, je ne suis pas sûre que ce soit générationnel, mais probablement que cette génération en tout cas, va pousser davantage pour que ça aille plus vite, peut-être. Okay. Alors, personnellement, je ne crois absolument pas à cette génération millennials. Donc je vous le dis tout de suite. Il n'y a pas très longtemps, je crois que c'est un papier du Credoc qui montrait d'ailleurs que les aspirations effectivement des 16-24 aujourd'hui étaient exactement les mêmes que celles de leurs aînés, ou quasiment, il y avait très peu de différence, quoi. Vraiment, c'est... Bon, après, la différence est plutôt sur les usages. Bon, typiquement, vous demandez par exemple l'usage du mail. Effectivement, cette génération-là, elle a un mail, mais qu'elle n'exploite pas ou quasiment pas, qui est un truc un peu statutaire comme une adresse postale, mais globalement, elle ne fait pas grand-chose. Alors qu'effectivement, les aînés en font beaucoup plus. Donc la question, c'est plutôt comment on adapte ça. Après, tout ce qui est en train d'arriver dans l'entreprise, il est quand même sociétalement assumé par toutes les générations. Je veux dire, la question du sens, etc., valable aussi bien... Elle est aussi bien valable pour des quadras. Voilà. Donc du coup, et puis je pense en plus que les traiter différemment, moi ça m'a toujours posé problème, traiter les jeunes différemment des autres,
dans l'entreprise, c'est un sujet. C'est-à-dire qu'en fait, certains ont des problématiques, par exemple, de découverte de l'entreprise. Donc, nous, on y travaille, notamment, par exemple, avec un engagement très, très fort sur l'alternance. On va recruter 3900 jeunes alternants sur 3 ans, avec une vraie volonté, effectivement, en plus d'inclusion, d'insertion sociale. Donc là, c'est un enjeu plutôt sociétal, mais on n'est pas du tout à séparer des publics en fonction de leur âge. Et j'ai envie de dire... pour leur entrée dans l'entreprise, assez vite, je vois la diversité, par exemple, des collectifs. Quand vous avez des collectifs en fait, qui sont très divers en termes de génération, c'est là où ça marche le mieux. Enfin, clairement, je veux dire, une performance collective qui est bonne, c'est éviter effectivement de faire des rassemblements de jeunes entre eux. Ils attendent d'ailleurs la parole des plus expérimentés pour être pour eux une espèce d'aiguillon sur est-ce que moi je suis bon. Ils attendent des repères, ce qui est normal. Donc, on a un rôle dans l'entreprise chez Crédit Mutuel Alliance Fédérale. Pour nous, c'est vraiment un engagement très fort d'insertion sociale, etc., au bénéfice des plus fragiles, notamment donc ces jeunes qui arrivent sur le marché du travail, mais pas que. Mais on fait aussi ce travail plutôt de diversification des équipes au bénéfice du coup des repères. Et ils ont des usages, même clients, différents par le biais effectivement de leur consommation de vidéos, d'images, Insta, etc., différentes, mais foncièrement, les attentes sociales, la question du sens, la question de l'argent, je suis désolé, mais les jeunes, ils attendent d'être bien payés, comme les enfin, je veux dire, voilà. Donc, je veux dire, quand vous regardez les études, il n'y a pas de différence. Et donc vraiment, j'insiste, ce truc de millennials, qui est truc à la mode, j'espère dans 2 ans, on n'en parlera plus, parce que vraiment, je pense que c'est bon de faire des espèces de regroupements comme ça. Nous, on est plutôt essayé de fédérer des collectifs forts, plutôt qu'à de faire des catégorisations, des approches communautaristes. Non, mais moi, j'aime bien quand on casse des mythes ou des choses. Après le bonheur au travail. C'est rafraîchissant parce qu'effectivement, on nous en parle beaucoup, on essaie de les étudier. Et bien voilà, c'est un autre discours que vous entendez sur les millions. Je pense que les étudiants dans la salle ont prêté une oreille très attentive sur tout ce qui a été dit sur le monde du travail et la façon d'y rentrer. Alors, avant de passer la parole à la salle, je voulais juste déjà saluer Philippe Studer dans la salle que j'ai salué tout à l'heure, qui m'a confié et offert tout à l'heure un ouvrage, Symétrie des attentions, qui vient de sortir. À ce moment, j'avais celui de 2016, on va dire, où on en parlait. Management de la relation client, symétrie des attentions, digitalisation et coproduction, qui est tout à fait intéressant. Mais là, encore plus récent, et pour ceux que ça intéresse, qui veulent prolonger, Symétrie des attentions, le manifeste, édition 2020. Donc, merci beaucoup à Philippe. Et maintenant, je pense que nous, on a abordé à peu près les 3 questions. C'est un sujet très vaste, on a eu des témoignages de deux domaines très différents. On a un petit peu de temps, si vous le souhaitez. Sinon, dans la salle, s'il y a des questions, des étonnements, si vous êtes choqués, les étudiants, quand on dit que les millennials, c'est un mythe, n'hésitez pas à le dire. Ou sur la digitalisation, enfin, ce que vous voulez, à vrai dire. Oui, monsieur là-bas, Isabelle. Bonjour, j'aurais 2 questions. Il y en a une, c'est vraiment un détail quand vous parlez de Vie Mon Job, que je trouve très intéressant. Est-ce que c'est pour les cadres ou c'est pour l'ensemble des collaborateurs de Schmidt Group? C'est pour l'ensemble des collaborateurs. D'accord. Et le taux de collaborateurs? Alors, je ne sais pas combien, je sais pas quel est le taux aujourd'hui. Florence, tu sais? Non, je sais pas. Je sais pas. Alors, par contre, c'est pratiqué par des cadres et des non-cadres. Moi, par exemple, la dernière personne qui est venue chez moi faire un Vie Mon Job, elle est cariste. Enfin, c'est assez. Les gens osent finalement aller voir d'autres métiers, en fait. Alors, je ne sais pas quelle est la proportion des gens qui l'utilisent. Je ne saurais pas vous répondre, mais c'est une proposition très expérientielle. Mais tout le monde peut le faire, en fait, en tous les cas. Et puis, il y a des, comme dit, la dernière, comme dit, qui est venue chez moi, elle était cariste. Enfin, donc les gens osent, puis aller un peu chez qui ils veulent, voilà. Donc, ouais. Donc là, et l'autre question, elle est plus de fond. Quand je vois l'intitulé de la fonction de Rénal Japy, donc DRH de la transformation digitale, je trouve ça très intéressant parce que souvent on le voit plutôt de côté DSI ou côté direction générale. Et donc je voulais savoir déjà comment chez Schmidt Group est organisée finalement la transformation digitale. Et est-ce qu'il y a un déclencheur finalement, soit une crise, soit un gourou entre guillemets, soit c'est pas qui a enclenché en fait la dynamique.
Alors, chez nous, la transformation digitale, en fait, elle a démarré il y a plusieurs décennies. Donc, elle n'est pas portée par une organisation. En fait, il y a plusieurs organisations qui sont contributrices. On part toujours du deal qu'il y ait un besoin métier. Quel est le besoin métier en matière de transformation digitale? Et ensuite, il y a des métiers qui contribuent. La partie système d'information, évidemment, va contribuer de façon assez forte. La partie RH va contribuer de façon assez forte. Si je prends par exemple tous les process de digitalisation dans l'industrie, nous, on a commencé dans les années 80, donc c'est plutôt un mouvement... c'est pas une rupture, mais c'est plutôt une évolution. Il peut y avoir des ruptures sur certaines technos, etc., ou sur des choses un peu particulières, mais on est allé vers de l'automatisation, après de la robotisation, etc. Donc on est plutôt dans un mouvement permanent. Donc le besoin doit venir du métier, et après il est accompagné par les différentes directions selon les besoins. De la même façon, quand dans la partie digitalisation de un peu plutôt omnicanalité, c'est pas, on parlait plutôt de la digitalisation de la relation client, mais bon, ça ne digitalise pas tellement finalement, mais c'est plutôt l'omnicanalité et les impacts que ça peut avoir. Et là, il y a des impacts forts sur les organisations commerciales. Donc la direction commerciale est très mobilisée on a créé d'ailleurs une direction de l'excellence retail, parce que les métiers du magasin changent avec ça. Donc comment est-ce qu'on revoit depuis notre méthode de vente jusqu'à nos pratiques commerciales, les équilibres financiers du magasin, etc. Ça impacte évidemment la partie système d'information, puisqu'on va mettre à disposition d'autres outils pour les vendeurs, pour le conso, etc. Et donc, ça va interfacer différemment avec nos systèmes d'information. Donc, évidemment, toute la partie système d'information est impactée. La partie RH, comment on accompagne le management dans les magasins différemment. On a des RRH pour le réseau chez nous. Donc, on a des RH qui accompagnent nos concessionnaires aussi pour les faire évoluer là-dessus. Ça impacte des changements de métier chez nous, voilà, etc. Donc, on n'a pas une direction de la transformation digitale parce qu'il y en a dans tous les métiers. Et on a quelqu'un qui accompagne particulièrement sur le change parce qu'il y a beaucoup de choses à faire dans ce domaine-là et qui est rattaché à la direction des ressources humaines. Et voilà. J'ai répondu à votre question ? Ouais. Au niveau Crédit Mutuel. Au niveau Crédit Mutuel, en fait, on a souhaité, avant que j'arrive, ils ont souhaité effectivement traiter la question de la place de la RH, en fait, dans l'ensemble Crédit Mutuel fédéral comme étant un véritable acteur de transformation. C'est vrai que tout le secteur bancaire en général, la partie IT évidemment est essentielle. Enfin, je veux dire, c'est vraiment l'essence de l'entreprise, et on a nous une DSI qui est extrêmement performante. Mais il y avait cette question finalement aussi de la place des services qui gèrent l'humain sur le volet transformationnel. Et du coup, j'aime mieux transformation que digitalisation, parce que d'ailleurs, on fait beaucoup de transformations non digitales dans le volet RH aussi. Et au-delà du titre, en fait, les projets sur lesquels on travaille, c'est quoi? C'est la mise en œuvre en fait de nouvelles manières de travailler. C'est-à-dire, par exemple, collaborer. La collaboration, en fait, aujourd'hui, t'es pas outillé. On lance un réseau social pour l'ensemble effectivement de Crédit Mutuel fédéral, c'est dans mon équipe. On gère la question de la marque employeur. Jusqu'à présent, on avait une approche de marque très forte. Crédit Mutuel a une marque très très forte. La question, c'est comment elle se décline du côté effectivement du recrutement ou de la vision des collaborateurs par rapport à leur expérience de salariés. Il y a tout ce qui est aussi autour de la qualité de vie au travail, j'en parlais tout à l'heure, où là, on va plutôt travailler avec les collaborateurs à imaginer et dessiner les services qui vont répondre à la problématique de travail. Voilà. Donc du coup, on est plutôt sur tout ce champ nouveau qui doit coller à la fois à changement de l'organisation, considération des collaborateurs avec un niveau d'exigence qui va devenir vraiment supérieur. Et tout ce que je disais sur l'expérience collaborateur, en fait, on le retrouve finalement dans le champ d'activité de l'équipe de la transformation. Ce qui fait aujourd'hui effectivement aussi du non-digital. On fait de l'accompagnement. Par exemple, j'ai une petite équipe de 9 personnes. Ils sont tous en formation sur la facilitation du design thinking pour venir en fait faire collaborer nos collègues pour arriver à concevoir les solutions qui vont répondre à leurs besoins. Un petit mot sur le design thinking pour les étudiants, parce que alors design thinking, donc c'est en français ce qu'on appelle pensée design, c'est la capacité effectivement à travers des techniques d'animation à concevoir des solutions. Alors c'est important de passer par des méthodes de type design thinking. Pourquoi ? Parce que la plupart du temps, vous avez dans une organisation des biais cognitifs. Pour résoudre un problème, il y a à peu près 6 manières de résoudre un problème. Généralement, dans un collectif de type comité de direction, il y a peut-être 2-3 formats qui sont représentés. On n'a pas toutes les capacités à
à répondre finalement à la question de résoudre un problème. Donc le fait de faire coopérer en fait des gens différents autour d'une même problématique avec une vue du coup à 360 degrés, c'est la capacité rapidement et de manière complète à répondre au problème. Et donc le travail de facilitation, c'est de réunir des acteurs qui vont de manière bienveillante et considérante faire s'exprimer chacun pour arriver à avoir une vue complète à la fois du problème, parce que répondre à un problème, c'est déjà comprendre le problème, et ensuite élaborer là où les solutions qui vont y répondre. Et donc un des sujets, c'est que ces méthodes finalement qu'on a au départ, ce qu'on appelle trouver chez des consultants, c'est Acceleration System Environment chez Capgemini par exemple, l'ASE, des techniques qui venaient du Canada, on les a internalisées, enfin en France on les a d'abord déployées et ensuite les organisations les ont internalisées d'une part pour être autonomes, mais aussi pour être capables de répondre rapidement à des problèmes et aussi d'accélérer des solutions. Donc il y a deux volets, hein, généralement quand vous faites de la conception comme ça en pensée design, c'est résoudre un problème, mais aussi être capable, par rapport à une question, d'accélérer la conception. Et puis après, bon, vous avez des techniques pour faire de l'incubation, c'est-à-dire une fois que la solution est élaborée, on va l'accompagner, on va la faire grandir pour ensuite la déployer. Très bien, merci. Oui, il y a... Oui, peut-être, si vous pouvez... soit vous avez une voix forte, soit on vous passe le micro. Oh, non, il vaut mieux le micro quand même, je pense. Stéphane Issopt, donc je suis chargé de projet innovation dans une entreprise industrielle. Et alors je suis d'accord avec vous sur l'aspect qu'il faut mettre une relation de confiance au sein de l'entreprise, donc avec les clients et avec les collaborateurs. Il y a une chose que je trouve qui a manqué dans le discours là, c'est la partie pain killing, c'est-à-dire finalement mettre fin à tout ce qui crée de la frustration et qui crée des tensions. Aussi bien dans l'expérience utilisateur, et par exemple la digitalisation des process peut mettre fin, peut éliminer des sujets qui fâchent. Je prends un exemple, j'ai pris un taxi Uber. Par rapport au taxi, moi j'ai trouvé un luxe qui était que on ne se préoccupe pas du compteur, parce qu'on sait déjà combien va coûter la course. Je ne parle pas du reste, hein, on peut remettre le modèle économique en cause, mais j'ai trouvé qu'il y avait quelque chose qui était intéressant, c'est qu'on a éliminé la source de défiance par rapport au conducteur, qui est combien va me coûter la course, est-ce qu'il ne va pas m'arnaquer. Ouais. Et dans l'entreprise, il y a beaucoup de petits dysfonctionnements qui peuvent créer des frustrations et qui vont faire que ça va, par exemple, le reporting sous Excel. Ah, mais ça c'est intéressant parce que là vous dites finalement bah oui mais c'est bien gentil mais après il reste des irritants comme il y a des irritants dans l'expérience client. Qu'est-ce qu'on fait par rapport à ça? Peut-être rapidement pour ça, je pense qu'au niveau du temps ça sera notre dernière question mais voilà. Ouais, vous parlez là de ce qu'on appelle les pain points chez nous. Ouais. Et alors que ce soit avec les clients, avec les concessionnaires, les consommateurs, etc. Nous par exemple avec notre réseau de distribution, on a ce qu'on appelle la commission des irritants et qui existe depuis 2 ans maintenant, où chacun, nous, Schmitt Group et nos concessionnaires, peut amener justement les sujets qui fâchent et qu'on voit comment ensemble on arrive à les résoudre. Et les pain points, c'est vraiment un des points d'entrée, par exemple, de la relation avec le conso, c'est de se dire quels sont déjà les points d'entrée qu'on a avec le conso et quels sont dans son parcours client les points qui sont des irritants, qui sont des points douloureux. Et on va prioriser ceux sur lesquels on va travailler parce qu'il y en a certains, les enlever, ça n'amène pas grand-chose. Et il y en a d'autres, en les levant, on amène un niveau de satisfaction qui est très très élevé. Donc on les regarde dans le parcours client et on travaille là-dessus. Mais après, si vous revenez dans la relation avec les collaborateurs, on évoquait tout à l'heure qu'on ne peut pas rendre les gens heureux, mais néanmoins on peut essayer de créer un environnement qui évite de les rendre malheureux. Et là, typiquement, il y a des choses qui sont angoissantes en fait pour chaque collaborateur. On ne peut pas enlever toutes les angoisses de tout le monde. Et après, chacun peut avoir ses préférences aussi. Mais néanmoins, avec du digital, il y a un certain nombre de choses qu'on peut favoriser. Des trucs tout cons, ça saisit de notes de frais, ça peut être super chiant. On peut avoir des systèmes qui sont beaucoup plus faciles, intuitifs, etc. Enfin, il y a plein de sujets comme ça qui facilitent la vie, etc.
certains ils relèvent pas forcément de l'expérience, mais ils peuvent contribuer à une expérience qui est favorable, en fait, en tous les cas. Mais, et moi, je crois beaucoup à ce qu'on appelle l'observation d'usage, que ce soit pour le conso, mais même pour les collaborateurs. On évoquait tout à l'heure qu'il faut s'intéresser à ce que font les gens pour qu'ils aient une belle expérience. Et là, c'est aussi le rôle de nos équipes encadrantes, de nos services support, etc., de se préoccuper de qu'est-ce qui vous embête au quotidien. C'est quoi, nous, on dit toujours, si vous avez des cailloux dans la chaussure, mettez-les sur la table, qu'on puisse s'en occuper, etc. Donc, ça fait partie de la démarche. Si vous voulez que les gens aient une expérience correcte, il faut se préoccuper de leurs pain points. Mais donc, pour ça, il faut s'intéresser à eux, quoi. Ouais. Oui, on a mis, l'étape, en fait, pour régler la question de l'expérience collaborateur, la première étape, c'est la révélation. La question de révéler, il y a des choses qui sont sues, inconsciemment ou consciemment, le collectif sait. Donc l'intelligence collective, elle fonctionne aussi sur ces questions-là. La deuxième manière de faire, c'est ce qu'on a fait nous récemment. On a fait une grande enquête engagement où on avait mis 3 formats de verbatim très libres. Et les verbatim ont été traités pour les 43 000 collaborateurs qui étaient interrogés en analyse, du coup, justement, de ces questions d'attente collaborateur. Et donc ça, c'est une deuxième étape. Et le troisième axe vraiment important chez Crédit Mutuel Allianz Fédérale, c'est le manager. C'est-à-dire le rôle vraiment de facilitateur du manager de proximité, qui doit être en capacité de détecter ces problèmes et qui a, dans son travail, dans son action, quand même, une très grande autonomie. C'est-à-dire, moi, j'ai vu d'autres entreprises, assez rarement vu un tel niveau à la fois de responsabilité, parce que vous êtes autonome, vous êtes responsable, mais aussi d'autonomie sur quoi ? Sur l'organisation et le contenu du travail aussi. C'est comment je valorise tel et tel collaborateur, comment j'adapte aussi l'organisation du travail, etc. Et ça, c'est leur rôle au quotidien. Donc, je veux dire, il y a une première étape de révélation, en tout cas, c'est tous ces moyens qui vont nous permettre de détecter. On va d'ailleurs faire un travail autour de la simplification, on va faire un grand appel à projet, par exemple, autour de ça. Typiquement, c'est des systèmes qui vont nous permettre de capter directement auprès des collaborateurs, effectivement, ces points de difficulté, ces pain points, et d'arriver ensuite à les régler. Parce que le problème, c'est comment, derrière, concrètement, on l'a révélé, comment on priorise, parce qu'évidemment, vous n'allez pas pouvoir tout traiter, et comment on les règle. Moi, j'ai un exemple aussi, c'est des trucs très concrets. Par exemple, du matin, vous avez un grand parking, comment être certain qu'il y ait des places ? Bon, par exemple, au Wacken, il y a une appli, ça y est, boum, je sais que je peux... c'est des choses comme ça du quotidien. Donc j'entends bien ce que vous dites est important, c'est que ça brouille finalement aussi tout le travail qu'on peut faire en profondeur. Donc il faut être capable de concilier la transformation un peu de fond et puis ces questions du quotidien qui effectivement pourrissent la vie des gens et empêchent effectivement le bénéfice de tout ce qu'on peut élaborer à côté. Non, mais en effet, merci pour la remarque sur les difficultés, parce qu'on avait peut-être une vision trop, on va dire, très positive, et effectivement au quotidien, et on le sait aussi sur l'expérience client, ça peut, les éléments, les irritants, les points de contact qui détruisent de la valeur par rapport à ceux qui en créent. Mais en effet, c'est la gestion de l'ensemble qui compte. Et puis, je pense à un autre point. C'est une source d'innovation, parce que oui, on peut inventer avec beaucoup de choses qui sont créées à partir d'irritants. Ouais. Et dans la réponse que Reynald a faite sur l'histoire de la simplification, je pense, et puis aussi ce que Anne disait sur le fait que les gens étaient habitués à des expériences très fluides, des champions l'expérientiel. Donc cette histoire de dire on est sur de la simplification et on est dans de la fluidité avec des gens qui sont habitués. Vous avez cité le taxi, Uber, etc. Et on a des normes maintenant. On attend et qu'on soit millénial ou pas, là je suis tout à fait d'accord, une forme de performance, d'excellence qui ressemble à ce que les meilleurs dans le champ expérientiel produisent. Et ça passe par gérer les difficultés et le maître mot de simplification, parce qu'on parle beaucoup de fluidité, etc. Mais au fond, les gens, ils veulent des choses simples, des choses... Premier irritant dans le digital, c'est le login recovery. Mot de passe recovery, c'est les premiers services d'ailleurs. On ne le sait pas, mais oui, les mots de passe. Première chose qui est compliquée, c'est déjà de récupérer son login ou son mot de passe. Ouais. Du coup, il y a tout un tas de marchands aujourd'hui qui vendent sans login mot de passe. C'est-à-dire qu'en fait, c'est parce que c'était devenu de loin les premiers services consommés sur le volet digital. Oui, parce que les gens n'y arrivaient pas, ils ne pouvaient même pas rentrer dans autre chose. Donc voilà, je pense que on va... Je pense arrêter là et remercier beaucoup Anne Lasgen et Reynald Chapuis d'avoir partagé avec nous Merci à vous, sur cette thématique avec des exemples précis et beaucoup de transparence sur leurs entreprises. Donc merci beaucoup. Et puis...
Et puis, nous allons poursuivre le cycle la prochaine fois avec les indicateurs de mesure. Donc, on aura vu l'aspect RH, etc. Donc, un grand merci d'avoir contribué à ce cycle.